Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être ici aujourd'hui pour notre avant-dernier événement de la 42e édition du Festival Séfarade de Montréal. Je m'appelle Harry Sorek, je suis le coprésident cette année avec Madame Laura Cohen. Nous avons le privilège aujourd'hui d'avoir deux panélistes de renom extraordinaire, ainsi qu'un intervieweur hors pair, un journaliste pilier de notre communauté, M. Elias Lévy. Nous aimerions remercier pour ce festival nos commanditaires principaux, la Banque nationale du Canada, le cabinet d'avocats Dentons, la Fondation communautaire juive et la Fédération séfarade du Canada. Je ne pense pas qu'on aurait pu choisir un moment ou un sujet plus propice. Je pense que ce n'est pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a quelques heures, que le Premier ministre a été assermenté. Alors, nous allons avoir un panel fort intéressant, animé par le seul et unique M. Elias Lévy. Merci à tous et à toutes d'être ici. Bonjour à tous. Bonjour mesdames et messieurs. Je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre du Festival Séfarade de Montréal 2022. Israël, les lendemains d'une élection cruciale, est le thème du panel discussion qui nous réunit aujourd'hui. Nous avons l'honneur d'accueillir en direct d'Israël deux analystes chevronnés des questions politiques, sociales et économiques israéliennes qui nous éclaireront sur les défis et les enjeux de taille auxquels Israël est confronté 2 semaines après la tenue des élections législatives qui semblent avoir reporté au pouvoir Benjamin Netanyahou. Je vous présente sans tarder nos conférenciers invités. Jacques Bendellack, il est docteur en économie, enseignant et chercheur, directeur de recherche à l'Institut israélien de sécurité sociale à Jérusalem, et il est l'auteur de plusieurs livres sur l'économie israélienne, la société israélienne, les Arabes d'Israël et les relations israélo-palestiniennes. Je rappelle aussi que M. Bendellack tient un blog d'analyse en français dans le quotidien The Times of Israel. Son dernier livre, qui est paru il y a quelques semaines, Les années Netanyahou, le grand virage d'Israël, paru aux éditions L'Harmattan. Je vous présente maintenant le professeur Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv et à l'Université Reichman de Herzliya. Il est chercheur senior à l'Institut de stratégie et de sécurité établi à Jérusalem et aussi analyste politique senior à la chaîne de télévision d'information en continu israélienne i24 News. Le professeur Emmanuel Navon a publié un livre très remarqué cette année, L'étoile et le sceptre, aux éditions Hermann. À la fin de notre entretien, nous prendrons quelques minutes pour que M. Bendellack et M. Navon nous présentent leurs ouvrages respectifs. Mais nous allons entrer dans le vif du sujet, si vous me le permettez. Je vais commencer peut-être avec une première question au professeur Emmanuel Navon. Il y a quelque chose qui a été très frappant dans les dernières élections en Israël, c'est le taux de participation, 71,3%. C'est certainement un record ces jours-ci dans une élection démocratique. N'est-ce pas la preuve manifeste que pour une très forte majorité d'Israéliens, ces élections législatives étaient cruciales? Monsieur Navon. Oui, effectivement, Israël, et je m'en félicite, a des taux de participation élevés à ces élections, contrairement à de nombreux pays occidentaux, d'autant plus qu'il s'agissait là de notre 5e élection en 3 ans. Et donc, on aurait pu imaginer que l'électorat israélien serait fatigué et on aurait assez d'aller aux urnes. Or, il y a eu une mobilisation très forte, ce qui montre que l'électorat israélien, bien que lassé par ces élections à répétition, voulait trancher en participant à ces élections. Il y a eu effectivement une mobilisation très forte. Je m'en félicite. Je me félicite également du fait que nous soyons sortis de ce cycle infernal dans lequel, après 4 élections consécutives, eh bien, il n'y avait pas de majorité. Cette fois-ci, il y en a une. Alors, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Personnellement, j'ai mes propres réserves
concernant la majorité qui semble émerger, je pense qu'on en parlera. Mais je pense qu'à la fois, on peut se féliciter de ce taux de participation élevé et du fait qu'une majorité a finalement émergé après 4 élections en série qui avaient mené un cul-de-sac en termes de la séparation de la division de la classe politique et l'impossibilité de former un gouvernement cohérent. Jacques Bendellac, la majorité des sondeurs avait prédit un résultat électoral très serré. Même quelques heures avant la tenue du scrutin, il y avait quasiment une unanimité du côté des sondeurs. Mais finalement, Benjamin Netanyahou semble avoir gagné son pari, retourné au pouvoir en tablant sur l'appui des orthodoxes et de l'extrême droite. Avez-vous été surpris par le résultat final de ces élections? D'une certaine façon, oui, parce que je pensais que sur la gauche et le centre, le seuil d'éligibilité aurait permis aux partis arabes et aux partis de la gauche comme Meretz de pouvoir entrer dans la Knesset. La participation a été forte en moyenne générale, mais elle a été plus faible, semble-t-il, parmi les Arabes, ce qui est habituel, mais aussi parmi la gauche de façon plus générale. Et donc, la victoire de Netanyahou est due aussi au fait qu'il y a eu une participation sans doute faible dans les rangs du gouvernement de transition actuel. Et donc ça, effectivement, ça a été un petit peu une surprise de constater que l'échiquier politique se droitise un petit peu plus. Le grand succès des partis de ce qu'on appelle de l'extrême droite n'était pas prévisible. C'est un succès très, très fort. Et j'allais presque dire, moi qui ai toujours pensé que le seuil d'éligibilité était un petit peu trop élevé, eh bien, une fois, j'ai changé d'avis. Ce seuil d'éligibilité a permis à Israël d'obtenir une majorité stable qui, je l'espère, durera dans le temps, indépendamment du fait qu'on peut être d'accord ou pas d'accord avec Netanyahou. Mais il était important pour le pays d'avoir une majorité stable parce qu'on avait, on l'a dit, 5 élections en 4 ans, c'était beaucoup trop. Le pays a besoin de stabilité, de long terme, pour son économie, pour sa démocratie, pour sa société. Donc je crois que finalement, c'est une bonne chose que l'on ait obtenu une majorité large et un gouvernement qui, espérons-le, sera stable malgré que l'extrême droite et les Haredim aussi peuvent faire défaut au dernier moment, mais je ne le pense pas. Donc je pense que le résultat finalement est une bonne chose pour la société israélienne de 2022. Monsieur Navon, quelle est votre analyse de la percée électorale fulgurante du mouvement sionisme religieux, qui a obtenu 14 mandats et dont le chef de file, Itamar Ben-Gvir, est qualifié par un bon nombre d'analystes politiques israéliens et aussi à l'étranger d'ultranationalistes, homophobes, racistes et suprémacistes? Alors, il faut comprendre qu'il y a d'abord eu un report de voix. L'électorat du parti de Naftali Bennett, cet électorat n'a pas disparu, tandis que le parti, lui, a disparu. Naftali Bennett, avec Ayelet Shaked, dans la précédente élection, avait 6, voire 7 mandats à la Knesset, et ce même parti n'a pas passé le seuil d'éligibilité. Il s'agit là d'un électorat important. 7 mandats, un mandat, c'est à peu près entre 30 000 et 40 000 votants. Donc, ils se sont reportés. Le Likoud a fait à peu près le même score. Et par conséquent, l'électorat, l'ancien électorat de Naftali Bennett et de Ayelet Shaked avait le choix entre le parti du sionisme religieux qui est beaucoup plus à droite et beaucoup plus religieux, ou alors voter pour des partis dans lesquels il y avait des représentants beaucoup plus modérés du sionisme religieux, dont par exemple la liste de Benny Gantz. Il s'avère qu'une majorité de cet électorat s'est reportée sur la liste commune de Itamar Ben-Gvir et de Bezalel Smotrich, et que, effectivement, Ben-Gvir a été un véritable aimant pour les électeurs. Je vous rappelle que dans l'un des sondages, avant l'union entre Smotrich et Ben-Gvir, dans l'un des sondages, Smotrich ne passait pas le seuil d'éligibilité. C'est donc Ben-Gvir qui a été le phénomène de cette élection, et il semble qu'il a effectivement attiré une grande partie de son électorat viennent des jeunes,
des officiers de la police, de l'armée. On voit ce phénomène dans beaucoup de pays dans le monde, ce populisme extrême, mais il faut bien comprendre qu'il y a là un changement dans la société israélienne qui est assez inquiétant, je dois le dire, parce que, vous savez, Ben Gvir est un disciple de Meir Kahana, qui était un militant d'extrême droite, raciste, qui voulait faire passer en Israël l'équivalent des lois de Nuremberg, en interdisant des relations sexuelles, par exemple, entre juifs et arabes, c'était dans son programme électoral. Et lorsque Meir Kahana, qui s'était fait élire dans les années 80, allait au podium de la Knesset pour parler, Yitzhak Shamir, qui était à l'époque le premier ministre du Likoud, sortait de la session plénière pour protester contre la présence de Kahana. 30 ans plus tard, c'est Benjamin Netanyahou qui a fait rentrer Ben Gvir à la Knesset, le disciple de Kahana, par pur calcul et cynisme politique pour ne pas perdre de voix au sein du camp de la droite. Et dernière chose, je rappelle que le ministère qu'exige Ben Gvir n'est pas moins que le ministère de la Sécurité intérieure, qui est responsable de la police. Il s'agit là d'un individu qui a été condamné à plusieurs reprises pour provocation à la haine raciale, qui a été arrêté par de nombreuses reprises par la police, qui n'a pas fait son service militaire parce que l'armée le considérait comme un déséquilibré. Et donc c'est lui aujourd'hui qui va être, d'après ses exigences, ministre de la Sécurité intérieure. Donc, comme je le disais tout à l'heure, d'un côté, on peut se féliciter d'avoir finalement une majorité, mais cette majorité laisse beaucoup à désirer et même, à mon sens, dangereuse pour le pays. Et son partenaire au sein du mouvement sioniste religieux, Bezalel Smotrich, lui revendique, je crois, le ministère de la Défense. Et je me demande, je pose la question à vous deux, est-ce que ce n'est pas, en fin de compte, un énorme casse-tête pour Benjamin Netanyahou? Est-ce que ce dernier va être contraint de céder aux demandes insistantes formulées par ces deux partenaires politiques qui paraissent incontournables? Jacques, peut-être t'écouter là-dessus. Oui, moi aussi, je suis très, très inquiet pour la démocratie israélienne, hein, il n'y a pas de doute. Je ne sais pas si Netanyahou aurait préféré un gouvernement du centre ou de la droite ou de l'extrême droite. Hein. Finalement, pour lui, ce qui est important, c'était de revenir au pouvoir. Il faut quand même le dire clairement. Netanyahou est sous le coup d'un procès qui se tient à Jérusalem. Et donc, nous allons avoir un Premier ministre à mi-temps. Le matin, il sera à son procès. L'après-midi, il sera aux affaires de l'État. Donc, ce n'est pas une bonne chose pour la démocratie israélienne. Hein. Donc, Netanyahou ne se réjouit peut-être pas de devoir faire coalition avec l'extrême droite et les Haredim, mais c'était la seule façon pour lui aujourd'hui de revenir au pouvoir, hein, puisque ni Gantz ni Lapid ne sont prêts à faire une coalition avec lui. Et donc, pour Netanyahou, c'est la seule façon de revenir au pouvoir, la seule façon de reprendre les rênes de ce pays, et c'est une mauvaise chose, hein, il faut le dire très clairement. Je suis très inquiet pour la démocratie israélienne, parce que si les différentes promesses qui ont été énoncées par les partis orthodoxes et droitistes se réalisent, Israël sera un pays un peu plus juif, un peu moins démocratique. Et c'est ça dommage, c'est-à-dire qu'on va perdre l'équilibre qu'on avait pendant 70 ans entre l'État à la fois juif et démocratique. Hein. Aujourd'hui, on risque de perdre cet équilibre parce qu'il y a beaucoup de propositions, on y reviendra par la suite, qui vont remettre en cause les principes même de la démocratie, peut-être davantage de lois religieuses. Et donc, on va s'acheminer peut-être vers une sorte de théocratie, hein, de régime plus religieux et moins démocratique. Et ça c'est bien dommage. On ne se rend peut-être pas toujours très bien compte, mais si les partis de l'extrême droite font cette coalition avec Netanyahou, Netanyahou devra céder sur certains de ses principes. Hein. Vous savez, Netanyahou est un grand laïc, est un grand libéral, qui n'acceptera pas forcément les propositions de son extrême droite. Hein. Et donc, il y aura d'ailleurs certainement dans les jours et dans les semaines à venir. Parmi les propositions qui risquent de susciter l'ire de certains ou tout du moins des questionnements, Itamar Ben-Gvir a promis une refonte des institutions qui limiterait considérablement la capacité de censure des lois qui est réservée
traditionnellement à la Cour suprême et donnerait ainsi tout pouvoir au Parlement. Le Likoud de Netanyahou souhaite de longue date une réforme aussi de la justice. Professeur Navon, comment vous envisagez cette question de la refonte du système judiciaire? Netanyahou a été Premier ministre pendant 15 ans. Et pendant ces 15 années à la tête du gouvernement, et j'inclus les 3 années entre 96 et 99, il avait bloqué lui-même toutes les propositions et les tentatives de réforme du système judiciaire israélien, et il s'en est enorgueilli. Puis, il y a le Netanyahou d'après 2020 qui est inculpé et qui commence à développer des théories du complot sur un soi-disant deep state qui aurait essayé de le déloger. Et tout d'un coup, il découvre qu'il y a un problème avec le système judiciaire et qu'il faut le réformer en profondeur. Mais il ne veut pas le réformer. Il veut le soumettre au système, à la branche exécutive, au pouvoir exécutif. Ma position, c'est que il y a eu un déséquilibre qui a été créé dans la séparation des pouvoirs en Israël de façon unilatérale et sans débat public dans les années 90, avec la fameuse révolution judiciaire du juge Aaron Barak. Ma position à moi est qu'il aurait fallu un débat public, une législation pour déterminer et définir de façon claire la séparation des pouvoirs en Israël. Or, les choses se sont faites de façon unilatérale et radicale par des décisions de la Cour suprême dans les années 90 et 2000. Donc, je suis pour des réformes graduelles, je suis pour le passage d'une loi fondamentale qui définirait, comme je l'ai dit, la séparation des pouvoirs, mais ce que veut faire aujourd'hui Netanyahou, ce que veut faire les partis orthodoxes et ce que veut faire Smotrich, ça n'est pas rétablir un équilibre, c'est remplacer un déséquilibre par un autre déséquilibre. À savoir, si jusqu'à présent, la Cour suprême s'arrogeait des pouvoirs qui allaient au-delà du texte de la loi, eh bien aujourd'hui, les partis orthodoxes le disent ouvertement, ils veulent remplacer la séparation des pouvoirs par une hiérarchie des pouvoirs où la Cour suprême serait soumise au pouvoir exécutif. Par exemple, en adoptant cette fameuse clause d'ailleurs qui est inspirée du droit canadien, the override clause en anglais, je ne sais pas comment on le dit en français d'ailleurs, dans laquelle le Parlement peut relégiférer une loi qui est annulée par la Cour suprême. Sauf qu'au Canada, vous avez un système fédéral. Dans d'autres pays, en termes de check and balances, en Israël, vous n'avez pas de veto présidentiel. Vous n'avez pas 2 chambres du Parlement. Vous n'avez pas de système fédéral. Le seul contre-pouvoir au législatif, c'est la Cour suprême. Adopter une override clause avec une majorité simple de 61, pas une majorité de 2/3, c'est finalement annuler les pouvoirs de la Cour suprême. La Cour suprême annulerait une loi anticonstitutionnelle, eh bien on la repasse avec une majorité simple de 61. Ensuite, ces mêmes soi-disant réformateurs veulent nommer les juges, non pas par une commission qui est une commission, à mon sens, équilibrée aujourd'hui, qui inclut l'opposition et la coalition des juges, des gens de l'académie, mais uniquement que les politiciens, autrement dit la majorité uniquement, nomment les juges, et pas à vie comme aux États-Unis, mais uniquement pour 8 ans, en leur faisant comprendre que s'ils ne donnent pas des jugements qui plaisent à l'exécutif, ils perdront leur poste. Un peu comme ce qui se passe aujourd'hui en Hongrie et en Pologne. Donc, finalement, ce serait la fin de la démocratie parlementaire telle qu'elle a existé jusqu'à présent. Et cela, ils le disent ouvertement. Même le grand rabbin séfarade d'Israël l'a dit aujourd'hui, alors qu'il ne doit pas faire de politique. Il dit ouvertement, je veux cette législation pour que la Cour suprême cesse. Finalement, n'oubliez pas que la Cour suprême avait annulé une loi qui permettait aux orthodoxes de ne pas faire l'armée. Donc, permettre finalement de faire ce qu'on veut, c'est ce qu'on appelle la dictature de la majorité. Ne pas avoir de limites constitutionnelles ou autres. Cela, c'est très dangereux. Cela va à l'encontre comme l'a dit Jacques Bandelak, des valeurs de Netanyahou, qui est effectivement un laïc et un libéral, mais qui aujourd'hui se trouve prisonnier d'une coalition moyenâgeuse dont il a besoin et dont il veut pour sa législation sur mesure, et ce, à l'encontre de ses valeurs à lui. Pour continuer à parler de la coalition que Netanyahou va être amené à former,
Jacques Bendellac, vous rappelez très bien dans votre livre, dont on va parler à la fin de notre discussion, que M. Netanyahou n'est pas un idéologue conservateur. Et je vous pose la question, est-ce que s'il considère être débordé et même malmené par extrême droite avec laquelle il va devoir s'allier pour pouvoir gouverner, pourrait-il envisager l'option d'un gouvernement d'unité nationale en s'alliant peut-être à Benny Gantz dans la formation Unité nationale aura 12 sièges dans la prochaine Knesset. Est-ce que ce scénario politique vous paraît plausible? Non, simplement parce que Benny Gantz a déjà eu une expérience avec Netanyahou qui ne lui a pas réussi, et donc il déclare régulièrement qu'il ne reformerait pas de gouvernement avec Netanyahou, et Lapid aussi. Hein. Donc, pour l'instant, en tout cas aux dernières nouvelles, cette possibilité-là, ce scénario-là, est fermé pour Netanyahou. Hein. Donc la seule chose qu'il est, c'est effectivement, il est pris au piège avec sa coalition d'extrême droite qui durera ce qu'elle durera. Hein. Vous l'avez dit, Netanyahou est un grand pragmatiste. Hein. C'est un libéral, nationaliste, etc., mais c'est un grand pragmatiste. C'est-à-dire dans son histoire, dans ses 15 années au pouvoir, il a fait preuve de beaucoup de pragmatisme pour s'adapter à la situation. Il a souvent fait des grandes déclarations et ensuite il a fait le contraire. Il a fait des promesses qu'il n'a pas tenues, beaucoup de populisme. Hein. Donc, il sait s'adapter à toutes sortes de situations et je pense qu'il pourra s'adapter aussi à ce type de situation que lui imposera l'extrême droite. N'oublions pas encore une fois que l'objectif de Netanyahou, à ce stade de sa vie politique, c'est le pouvoir à tout prix. Alors, c'est peut-être surprenant d'entendre ça, mais le pouvoir à tout prix pour pouvoir se sortir de son procès. C'est ça, finalement, la finalité de Netanyahou. Ce n'est pas l'extrême droite ou Gantz. Donc là, il est prêt à faire beaucoup de choses, à faire beaucoup de concessions sur son idéologie peut-être personnelle. C'est ce qui va l'amener à faire ce type de coalition avec l'extrême droite et les Haredim, qui aurait lui-même préféré faire une coalition avec le centre-gauche, hein, sans aucun doute. Mais pour l'instant, je ne vois pas ce scénario se réaliser, non. Oui, je voudrais écouter les deux sur un dossier très important pour la grande majorité des Israéliens, dont on a parlé, je crois, très peu pendant la dernière campagne électorale. C'est le dossier social. Et je crois que c'est l'un des plus épineux auxquels Netanyahou et son prochain gouvernement vont être confrontés. Vous avez un pouvoir d'achat qui est rogné par une inflation galopante, hausse des taux d'intérêt. De plus en plus de ménages israéliens ont de la difficulté à boucler les fins du mois. Ce n'est pas exclusif à Israël, c'est un phénomène mondial, celui de l'inflation et des difficultés du quotidien pour de nombreux ménages. Quelle est votre analyse là-dessus? Peut-être M. Navon et ensuite Jacques. Encore une fois, la coalition qui est en train de prendre forme révèle bien la contradiction entre Netanyahou, ce qu'il pense et ce qu'il a toujours en coalition. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que c'est vrai, comme l'a dit Jacques, Netanyahou sait s'adapter et sait être flexible, mais il reste fondamentalement, sur le plan économique, un homme de libre-échange. Il avait, en tant que ministre des Finances entre 2003 et 2005, mené une politique économique de discipline budgétaire, de coupe budgétaire, de libéralisation. D'ailleurs, avec toute la critique que j'ai à son égard, j'ai toujours salué son courage en tant que ministre des Finances lorsqu'il avait aidé, justement, permis à Israël de se redresser économiquement en menant une politique économique libérale. Aujourd'hui, il se retrouve avec une coalition, je rappelle qu'on ne cesse de dire une coalition de droite. Alors c'est vrai que le parti de Ben Gvir et de Smotrich est un parti d'extrême droite, mais il serait faux, à mon avis, de décrire les partis orthodoxes comme des partis de droite. Aryeh Deri est un homme de gauche. Chasse est un parti socialiste. Donc Netanyahou, le libéral, va se retrouver avec des partis dans son gouvernement qui sont des partis socialistes populistes qui veulent dépenser à droite et à gauche pour des gens qui ne travaillent pas. Et je vous rappelle que c'est Aryeh Deri qui est le principal candidat au poste des finances. Après, entre parenthèses, avoir fait de la prison ferme pour corruption et après avoir été récemment condamné pour fraude fiscale. Candidat au poste de ministre des Finances, il faut quand même le faire.
Eh bien, Aryeh Deri est un socialiste populiste. Son prédécesseur, je me rappelle, Avigdor Lieberman, le précédent gouvernement était décrit par Netanyahou et ses gramophones comme un gouvernement d'extrême gauche. Lieberman a été le finance le plus droite de l'histoire d'Israël depuis Netanyahou entre 2003 et 2005. Il a mené une politique de libéralisation et de discipline budgétaire. Avec Deri aux finances, on va avoir une politique de renforcement des monopoles, de dépenses irresponsables du côté du gouvernement et donc d'augmentation de l'inflation et de dégradation du coût de la vie. Du niveau de vie. On a parlé l'inflation, elle est mondiale, mais la dernière socialiste populiste qu'est Aryeh Deri aux finances, alors que ces 16 derniers mois, nous avions eu justement un ministre des Finances qui avait mené une politique libérale et de discipline budgétaire. Jacques, peut-être vous écoutez sur la question sociale. Oui, Sujet écoutez, que vous connaissez bien. La question sociale et les inégalités sociales, la cherté de la vie, ce sont des préoccupations importantes et essentielles pour l'Israélien d'aujourd'hui. Mais comme vous le savez, le social ne fait plus partie des enjeux électoraux. On ne vote pas en Israël pour des raisons économiques ou sociales, on vote pour des motivations identitaires, culturelles, sécuritaires. C'est ce qui fait que si c'était le social qui avait primé, je ne suis pas sûr que les Israéliens auraient voté massivement pour des partis libéraux qui ont justement été à l'origine de l'augmentation des inégalités et de la pauvreté en Israël comme on la connaît aujourd'hui. Alors, effectivement, les partis de la droite, enfin orthodoxes comme Chasse, sont des partis, j'allais dire, très, très populistes, très, très sectoriels. La mesure phare de Chasse, c'est de distribuer des cartes alimentaires aux pauvres, bon, ce qui est une mesure populiste par excellence et qui non seulement ne résoudra pas la pauvreté, mais ne fera que maintenir la pauvreté, puisque les pauvres, finalement, sont les électeurs de Chasse. Alors, il n'y a pas de raison, finalement, de trop la combattre. Et donc, oui, le social et l'économique va s'aggraver. Moi, je suis très inquiet. Les 15 années de Netanyahou avaient creusé les inégalités, creusé la pauvreté, creusé les écarts de revenus. Et tout cela ne va que s'aggraver sous un gouvernement très libéral, ultra-libéral. Libéral, ça veut dire qu'on va réduire les impôts. Netanyahou l'a déjà annoncé, moins d'impôts sur le revenu, moins d'impôts sur les sociétés. Et on va dépenser là où il le faudra justement pour s'attirer des électeurs. Alors Netanyahou va faire l'école gratuite à partir de l'âge 0, par exemple. Les cartes alimentaires, voilà, des dépenses comme ça, le doublement des allocations aux étudiants des yeshivot. Donc tout ça, ce sont des dépenses sociales supplémentaires et qui ne sont pas forcément orientées vers les catégories les plus nécessiteuses. Donc oui, sur le plan social, je suis très inquiet parce que je crois que les inégalités, la pauvreté, ce sont des choses qui vont perdurer encore sous un gouvernement de droite tel qu'on l'envisage aujourd'hui. Monsieur Navon, j'aimerais qu'on parle d'un autre dossier que vous analysez longuement dans votre ouvrage, qui est celui des relations avec les États-Unis. D'autant plus qu'on a appris hier que le gouvernement Biden, l'administration, va continuer à contrôler le Sénat, et ça veut dire aussi qu'il aura son mot à dire dans la puissante commission sénatoriale sur les affaires étrangères. Comment envisagez-vous les relations entre l'administration Biden et le nouveau gouvernement de Netanyahou, puisqu'on sait qu'il y a des divergences de vues qui subsistent sur divers dossiers importants, la poursuite de la colonisation de Cisjordanie, la question nucléaire iranienne et le rôle même que jouera Itamar Ben-Gvir au sein d'un éventuel nouveau gouvernement Netanyahou. Je voudrais vous écouter là-dessus. Biden et Netanyahou se connaissent depuis plus de 40 ans. Ils ont une relation personnelle stable, ce sont de bons amis, même s'ils se sont disputés à de nombreuses reprises, mais ce sont des gens très proches, ils se connaissent, comme je le dis, depuis plus de 40 ans, lorsque Netanyahou est ambassadeur à l'ONU et second secrétaire de l'ambassade d'Israël à Washington. Donc il y a une relation personnelle entre les deux dirigeants.
Sur le Proche-Orient et sur la question d'Israël, en réalité, il n'y a pas de grosse divergence puisque l'accord sur le nucléaire n'est plus d'actualité avec l'Iran. L'administration Biden officiellement s'oppose à un Iran nucléaire et les négociations de Vienne sont terminées depuis longtemps. Quand on écoute les officiels de l'administration Biden en coulisses, ils admettent ouvertement que cet accord avec l'Iran n'est plus d'actualité. L'administration Biden et les positions de Netanyahou sur le dossier iranien. Ensuite, la question des accords d'Abraham, par exemple, l'administration Biden est favorable à poursuivre et à renforcer les accords d'Abraham. Netanyahou souhaiterait y ajouter l'Arabie saoudite. Cela ne semble pas très réaliste à court terme parce qu'on voit que les Saoudiens, à l'heure actuelle, n'accèdent pas aux exigences américaines sur la production de pétrole et attendent d'abord de voir ce qui va devenir de la position américaine sur la menace iranienne. Et enfin, sur la question du conflit israélo-palestinien, oui, il y a des divergences sur la question des constructions israéliennes, mais Biden est un vieux de la vieille. Il connaît suffisamment ce dossier pour savoir qu'il est tellement compliqué et tellement insoluble à l'heure actuelle qu'il ne va évidemment pas commettre l'erreur de dépenser du capital politique sur ce trou noir de la politique étrangère américaine qu'est le dossier israélo-palestinien. Alors, il est clair à côté de cela, et là, évidemment, c'est une question importante, qu'un Netanyahou avec un Smotrich, ministre de la Défense, qui sera donc responsable du contrôle et de la politique en Judée-Samarie, et avec un Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale, donc responsable de la police, il y aura évidemment des clashs avec les États-Unis. Et c'est un peu le piège dans lequel s'est placé Netanyahou. Il a finalement créé une constellation politique extrémiste dont lui personnellement ne veut pas, mais il l'a créée pour se repropulser au pouvoir, ce qui est aujourd'hui sa préoccupation quasiment unique. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai cessé de le soutenir ces dernières années, parce que je pense que le prix que paye le pays pour sa survie politique personnelle est beaucoup trop élevé. Et on le voit avec cette coalition qui va créer d'énormes tensions avec les États-Unis. Vous imaginez que sur la construction, par exemple, en Judée-Samarie ou en Cisjordanie, eh bien, Ben-Gvir et Smotrich vont exiger une construction sans limite avec des annexations dont Ben Netanyahu lui-même ne voudra pas. Et donc, évidemment, le clash avec les États-Unis est inévitable. Et dernier point, également, même avec les pays qui ont normalisé leurs relations avec Israël, parce que je vous rappelle que les Émirats arabes unis avaient normalisé leurs relations avec Israël à condition que Netanyahou suspende ad vitam aeternam son projet d'annexion en 2020. Or, Ben-Gvir et Smotrich sont des annexionnistes. Donc, il va y avoir des clashs inévitables, effectivement, là-dessus avec l'administration américaine. Un autre dossier dont je voudrais vous entendre parler, qui n'a quasiment pas été abordé aussi au cours de la dernière campagne électorale, c'est celui des négociations avec les Palestiniens. On a l'impression que ces négociations sont au point mort depuis plusieurs années. On a reçu ici il y a quelques semaines l'ancien ministre des Affaires étrangères d'Israël, Shlomo Ben-Ami, qui vient de publier un livre sur son expérience de négociateur avec l'équipe d'Arafat, où carrément il a déclaré que la solution à deux États est bel et bien morte depuis longtemps. Comment vous envisagez, M. Navon et Jacques, les perspectives d'avenir de ces pourparlers ou ces négociations avec les Palestiniens ou l'autorité palestinienne? Écoutez, le dossier palestinien a totalement disparu de l'actualité durant la dernière décennie. Il a été totalement ignoré. Les accords d'Abraham se sont faits sur le dos des Palestiniens, il faut le dire très, très clairement. C'était un petit peu l'objectif recherché par Netanyahou. Et le dossier palestinien va revenir forcément à l'ordre du jour, que ce soit avec Biden, que ce soit l'ONU ou au tribunal de La Haye. La question palestinienne n'a pas disparu. Les solutions au conflit palestinien sont les mêmes solutions qui sont sur la table depuis des années, et c'est une question de
de motivation et de décision. Hein. Il faut se décider que Israéliens et Palestiniens doivent se séparer. Ils ne s'entendent pas, ils doivent se séparer. Maintenant, comment se séparer? Il faut en discuter sur des tables de négociation. Ce n'est pas forcément la solution à deux États, ça peut être la solution jordanienne que Trump aimait beaucoup, ça peut être d'autres échanges de territoire. Il peut y avoir différentes solutions à ce conflit, mais tant qu'on ne s'assoit pas à une table de négociation, il n'y a aucune chance d'être résolu. Et ce dossier qui a été enterré volontairement par Netanyahou risque de lui revenir en boomerang, notamment parce que l'administration américaine est une administration démocrate. Hein. Et à propos de Biden, bon, moi je suis un petit peu plus sceptique. Hein. Peut-être qu'il y a des relations personnelles entre Biden et Netanyahou, mais Netanyahou ne s'est jamais entendu avec une administration démocrate américaine. Prenez Obama, on ne va pas y revenir, mais ça a été une période très néfaste pour les relations entre les deux pays. Hein. Donc là aussi, je crains qu'avec Biden, les choses n'aillent pas bien et que Netanyahou soit à nouveau obligé de se mettre sur la table du conflit palestinien. Et je ne sais pas comment il va faire, parce qu'avec l'extrême droite qu'il aura à ses côtés, ça va être très difficile. Donc oui, il y aura des tensions très fortes entre Israël et les États-Unis, sans aucun doute. Hein. Vous savez, j'allais même dire plus, j'allais dire que Netanyahou est plus proche idéologiquement de Poutine que de Biden. Donc là, tout est possible. Hein. Mais excusez-moi de vous interrompre, dans le dossier quand même israélo-palestinien, force est de reconnaître que le leadership politique palestinien est aujourd'hui dans un état de décrépitude consternant. Je veux dire, on se demande qui sont véritablement les interlocuteurs aujourd'hui d'Israël. Ils n'ont pas d'élection depuis 16 ans. Monsieur Navon, peut-être vous écoutez là-dessus, parce que, un tango se danse à deux, là. Puis Israël a aussi besoin d'un partenaire crédible avec qui pouvoir négocier. Je peux juste dire un mot là-dessus? Oui, vas-y. Allez. Non, je veux juste dire que on n'est pas obligé d'avoir un partenaire pour se séparer. On s'est séparé unilatéralement de Gaza. On a vu le résultat. Des formules Jacques, on a vu le résultat. Pour se séparer des Palestiniens, même s'ils ne veulent pas s'asseoir à une table de négociation. Bon, ça va dépendre bien sûr de la contrainte internationale. Il y a les Jordaniens qui sont en jeu, il y a les Égyptiens. Vous savez que Netanyahou avait eu des très mauvais rapports avec la Jordanie et l'Égypte. Et donc, bien sûr, les Palestiniens ont été remis aux oubliettes de l'histoire, mais je crois que si on décide politiquement et idéologiquement qu'Israël doit se séparer des Palestiniens, on peut en trouver la solution. Hein. Jacques, excusez-moi. On va toujours remettre sur les autres la responsabilité. Hein. Chacun a une part dans la situation actuelle. D'accord, ce n'est pas moi de faire un débat avec vous, je vais laisser la parole, mais quand même, il faut reconnaître que s'il y a un modèle que les Israéliens ne souhaitent pas voir se répéter, c'est celui de retrait unilatéral de Gaza qu'avait entrepris Ariel Sharon. Et la majorité des Israéliens, la très grande majorité, vous diront que ça n'a amené que des situations de haute tension et catastrophiques. Alors peut-être Emmanuel Navon, vous écoutez là-dessus. Oui, écoutez, ce dossier palestinien, c'est un vieux serpent de mer. Je ne suis pas d'accord avec Jacques Bendelak sur le fait que la responsabilité en revient essentiellement à Israël. Vous avez mentionné tout à l'heure Shlomo Ben-Ami en disant que vous l'avez invité, qu'il a déjà écrit un livre en 2006 en anglais, Scars of War, Wounds of Peace, dans lequel il décrivait les négociations de Camp David. Et le même Shlomo Ben-Ami, qui était du Parti travailliste et qui avait œuvré toute sa vie pour la paix avec les Palestiniens, décrit dans son livre le choc qui fut le sien lorsqu'il dit lui-même dans son livre qu'il a découvert lors des négociations que, alors que les Israéliens voulaient finalement résoudre le contentieux de 1967, les Palestiniens voulaient résoudre le contentieux de 1948. La Nakba, ça n'est pas 67, c'est 48. Le soi-disant droit au retour, et j'insiste sur ce soi-disant parce qu'il n'a aucune base au droit international, ce soi-disant droit au retour est incompatible avec une solution
de deux États. Et je vous rappelle également que, outre les négociations de Camp David, dans lesquelles Arafat avait rejeté la proposition Clinton en décembre 2000, qui proposait un État palestinien sur la totalité de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, 96%, avec un lien territorial entre les deux, un partage de Jérusalem, rejeté par Arafat. Le plan de Ehud Olmert en 2008, même chose, État palestinien sur la totalité du territoire avec des échanges territoriaux, lien entre la Cisjordanie et Gaza, séparation de Jérusalem, dont sur le mont du Temple, rejeté par Mahmoud Abbas. Puis les négociations de 2014 entre Netanyahou et l'autorité palestinienne par l'intermédiaire de John Kerry, même proposition, Netanyahou avait accepté le principe et de nouveau refusé par Mahmoud Abbas. Et puis aujourd'hui, avec qui faudrait-il soutenir alors, je n'ignore pas le fait que la constellation actuelle politique en Israël est évidemment pas du tout favorable à une négociation et un modèle de deux États. Mais qu'en est-il du côté palestinien? Vous avez une bande de Gaza qui, depuis 2007, est dirigée par le Hamas. Aucun compromis politique n'est possible avec le Hamas. Et en Cisjordanie, en Judée-Samarie, vous avez une autorité palestinienne en pleine déliquescence, un Mahmoud Abbas qui n'a aucune légitimité politique, qui fut élu pour 4 ans en 2005, nous sommes en 2022, qui a 86 ans et qui est malade. Avec qui sommes-nous censés négocier? C'est complètement irréaliste. Donc, ce dossier, pour l'instant, n'a pas de solution à court terme, ce qui ne signifie pas, évidemment, qu'il faille l'ignorer. Je pense que le problème à court et moyen terme est insoluble, ce qui ne signifie pas qu'Israël ne doive pas prendre des mesures pour à la fois améliorer la situation politique et la situation économique des Palestiniens. Et en ce sens, les accords d'Abraham ne sont pas contradictoires avec la situation des Palestiniens. Je ne suis pas d'accord avec Jacques lorsqu'il dit que ces accords ont été faits sur le dos des Palestiniens. Non, les Émiratis, les Bahreïniens et les Marocains veulent produire des accords de coopération économique pour améliorer la situation économique des Palestiniens, pour bien prouver aux opinions arabes que les accords de normalisation ne sont pas incompatibles avec le sort des Palestiniens. Donc je pense qu'avec les accords d'Abraham et avec les accords avec le Maroc, il y a l'opportunité d'améliorer le sort économique de la population palestinienne, que Israël peut mener une politique de construction, de non-construction pour permettre éventuellement dans le futur lointain une séparation politique. Il ne faut, et dernier point, je pense qu'il faut se libérer de ce paradigme irréaliste du tout ou rien. Soit une solution à toutes les dissensions politiques entre Israël et les Palestiniens, soit rien. Non, c'est impossible. John Kerry, en 2014, avait dit « Vous avez 9 mois pour résoudre ce conflit ». C'est irréaliste. Cela prendra de nombreuses années, mais la responsabilité en revient, à mon sens, et je l'explique en détail dans mon livre, au refus palestinien de reconnaître Israël, quelles qu'en fussent ses frontières, et qu'en l'absence de solution politique à court et moyen terme, cela ne dédouane pas Israël d'essayer d'améliorer la situation économique des Palestiniens et de permettre les conditions physiques et territoriales d'une éventuelle négociation dans le futur. Jacques, vous voulez réagir à ce que vient de dire M. Oui, j'ajouterais simplement que, en tant qu'Israélien, ce qui est important pour moi, c'est quelle est l'alternative. L'alternative du statu quo actuel ou de l'annexion des territoires, c'est la fin de l'État juif. Il n'y aura plus, dans 10 ans, dans 20 ans, il n'y aura plus de majorité juive dans ce grand Israël. Et ce n'est pas ce que moi ou d'autres auraient souhaité pour l'État d'Israël. Donc, si on veut maintenir l'État d'Israël comme État à majorité juive démocratique, la solution du statu quo actuel est la plus mauvaise des solutions. C'est-à-dire que ce n'est pas une solution qui peut être durable à long terme. Alors, je sais bien que la paix économique, on l'a essayé déjà. C'était le slogan de Netanyahou il y a 10 ans. La paix économique avec les Palestiniens ne peut pas remplacer, bien sûr, une paix politique. C'est quelque chose qui est tout à fait satisfaisant pour améliorer leur niveau de vie et leurs conditions de vie, mais ça ne résout pas le conflit politique entre Israéliens et Palestiniens. Donc je crois que si l'on veut que Israël reste un État
démographiquement juif et démocratique, il faut trouver une solution qui ne soit pas celle du statu quo ou de l'annexion, mais de la séparation. Voilà, je voudrais qu'on parle d'un point qui me paraît essentiel ces temps-ci, qui est un accord important qu'Israël a signé dernièrement, c'est avec le Liban. Et au sujet de cet accord, avant les élections, Netanyahou et la majorité de ses partenaires politiques de droite ont vigoureusement dénoncé l'accord frontalier conclu entre Israël et le Liban, un accord, je rappelle, qui délimite leurs frontières maritimes. Cet accord lève les principaux obstacles à l'exploitation de gisements gaziers en Méditerranée orientale. Cette entente qui a été négociée sous l'égide des États-Unis pourrait-elle être résiliée unilatéralement par Netanyahou? Quel est votre point de vue là-dessus, Monsieur Navon? Alors, Netanyahou avait brandi cette menace pendant la campagne, puis il a cessé de la brandir. Tout simplement parce qu'il sait très bien qu'un accord international ne peut pas être résilié, sauf porter atteinte à la crédibilité d'un gouvernement. Je pense également qu'il y avait eu un soutien massif de tous les ministres auxquels ont été présentées les données sécuritaires auxquelles nous, le public, nous n'avons pas eu accès. Mais aussi bien les services de sécurité, de renseignement que les ministres du gouvernement qui ont eu accès à ces informations sécuritaires ont soutenu l'accord avec le Liban. Donc je pense que sur le fond, cet accord est une bonne chose, mais sur la forme, il aurait fallu attendre les élections, puisqu'il a eu lieu à la veille des élections. Et je pense qu'il n'est pas sain démocratiquement de faire ça à la va-vite, à la veille des élections, tout simplement. Même si l'accord sur le fond, je pense, est un accord qui tient la route, même si on peut le critiquer ici et là, mais encore une fois, il a reçu le soutien d'une grande majorité de l'establishment sécuritaire d'Israël, mais sur la forme, eh bien, il faut que les choses, à la veille des élections, on peut attendre une semaine ou deux pour être sûr que cela a un soutien démocratique et que les choses se fassent selon le processus démocratique et pas à la va-vite. Jacques? Oui, théoriquement, c'est vrai. Je rappellerai simplement que Netanyahou avait signé avec Chypre le même d'accord de frontière maritime en 2005 ou 2006 sans le faire voter par la Knesset et sans le faire voter par le Parlement. Donc, ce sont des situations qui correspondent à des nécessités du moment. On ne peut pas, quand on a des élections, 5 élections en 4 ans, remettre à plus tard sans arrêt des décisions importantes, hein, en attendant d'avoir un gouvernement stable, hein, sans quoi le pays serait paralysé depuis 4 ans. Donc il y a des décisions qu'il faut prendre. C'est un accord, vous l'avez dit, je suis d'accord, qui est un bon accord, qui n'est pas un accord seulement économique, mais qui va donner à Israël la possibilité d'affaiblir un petit peu le Hezbollah, de renforcer l'État du Liban, d'affaiblir la relation entre le Liban et l'Iran. Donc, tout ça, d'un point de vue géopolitique, c'est un très bon accord pour Israël de mon point de vue. Bien entendu, ça va aussi augmenter la production de gaz dans la région, et le dossier énergétique, on peut en parler aussi, est un dossier très important dans les relations régionales. Et donc je crois que le gouvernement de Lapid a bien fait de signer cet accord, même s'il est un petit peu controversé et sujet à toutes sortes de débats. Je voudrais qu'on reste, ce sera le dernier point de notre discussion avant de passer à la présentation de vos livres respectifs, sur la question énergétique, qui est une question cruciale et même vitale aujourd'hui pour la plupart des pays, notamment occidentaux. La guerre en Ukraine a transformé le gaz en une puissante arme géopolitique et Israël est devenu, on le sait, une puissance gazière régionale. Je voudrais poser cette question au professeur Navon, qui consacre un chapitre très profond, très fouillé dans son livre à la question de la géopolitique énergétique. Est-ce que l'exportation de gaz naturel est un nouvel atout de la politique étrangère israélienne? Tout à fait. Il y a encore quelques mois, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était en Israël pour signer un accord de gaz naturel avec Israël. Donc Israël exporte son gaz naturel
vers l'Union européenne en coopération avec l'Égypte, puisque ce gaz naturel va être exporté sous forme liquéfiée par le biais des stations de liquéfaction égyptiennes. Donc non seulement Israël devient un exportateur de gaz naturel vers l'Union européenne, mais en coopération avec l'Égypte, et également en coopération dans le cadre du Forum du gaz naturel qui avait été créé en 2019, qui renforce la situation régionale d'Israël, entre Israël, l'Égypte, la Jordanie, Chypre, la Grèce et maintenant également les Émirats arabes unis, ainsi que l'autorité palestinienne. Alors évidemment, Israël, ainsi que ses partenaires régionaux et gazifières que sont Chypre et l'Égypte, ne peuvent pas remplacer la puissance gazifière de la Russie. Cependant, ce partenariat énergétique régional en Méditerranée orientale s'inscrit dans la politique européenne de diversification de ces sources d'énergie et de gaz naturel. Et donc, en ce sens, oui, la guerre en Ukraine et la crise énergétique en Europe font d'Israël et de ses partenaires régionaux un atout pour l'Union européenne, un atout pour les pays occidentaux. Et je pense qu'il y a là également, encore une fois, pour revenir aux accords d'Abraham, je pense que la coopération entre Israël et les pays du Golfe, ainsi que le Maroc, permet de créer de nouvelles opportunités, aussi bien dans le domaine énergétique que dans le domaine alimentaire, pour les pays européens qui font face aujourd'hui à la fois à une crise alimentaire et à une crise énergétique du fait de la guerre en Ukraine. Et pour conclure, effectivement, l'énergie, traditionnellement, dans la politique étrangère d'Israël, était finalement était un obstacle dans la politique étrangère d'Israël, puisque à l'époque de l'arme du pétrole, les pays arabes de l'OPEP avaient isolé Israël, et qu'aujourd'hui, non seulement l'énergie n'est plus un obstacle, c'est devenu un atout dans la politique étrangère d'Israël, puisque le pétrole n'a plus le statut qu'il avait il y a encore 30 ou 40 ans dans l'éventail énergétique mondial, tandis que le gaz naturel joue un rôle prépondérant. Et que, dernier point, également dans les énergies renouvelables, d'un côté, c'est vrai qu'Israël est en retard en termes de production d'énergie renouvelable dans son propre marché interne, mais d'un autre côté, la technologie israélienne a un rôle pivot à jouer, puisque c'est à la recherche au développement, la technologie que l'on peut à la fois, donc Israël est devenu un acteur énergétique majeur, pas seulement dans le domaine du gaz naturel, mais également dans les technologies liées aux énergies renouvelables. Jacques, l'analyste économique que vous êtes, est-ce que le gaz va jouer un rôle de plus en plus important dans l'économie israélienne et quels peuvent être les atouts pour l'économie israélienne de ces découvertes d'exploitation de gisements de gaz? Oui, bien sûr, hein, on le voit déjà, même avant la crise ukrainienne, le gaz a commencé à prendre une part importante dans l'économie israélienne. Hein. Aujourd'hui, presque la moitié des besoins énergétiques d'Israël viennent du gaz. Hein, donc, on a réduit la dépendance étrangère du point de vue de l'approvisionnement en énergie. Mais surtout, c'est la position géopolitique d'Israël qui se renforce. Hein, après la guerre en Ukraine, mais même sans la guerre en Ukraine, hein, le gaz, ça ouvre des possibilités d'exporter, de commercer, d'avoir des relations plus fortes avec ses voisins. Hein. Aujourd'hui, Israël vend du gaz à la Jordanie, à l'Égypte, bientôt sans doute, on l'a dit, à l'Europe. Hein. Le Liban aussi s'y met. Hein. Donc oui, sans aucun doute, le gaz, c'est un atout qui va renforcer la position politique d'Israël dans la région, et même plus que dans la région, puisque l'Europe aussi s'intéresse, les États-Unis s'intéressent, ça pourrait aussi être un moyen de se rapprocher de l'Arabie saoudite, hein, etc. Donc, sans aucun doute, aussi bien dans le plan géopolitique que économique, le gaz, c'est quelque chose qui va bouleverser la donne
l'économie israélienne et pour l'économie régionale dans les années qui viennent. On l'a dit, la Jordanie et Israël ont signé un accord pour partager l'énergie solaire et l'eau dessalée. Donc, il y a toutes sortes de possibilités de coopération régionale qui vont se développer. Et tout cela va profiter de façon très importante à l'économie israélienne. Bien, merci beaucoup aux deux pour ces analyses très éclairantes. Et avant de clore ce panel discussion, je veux vous présenter vos deux livres respectifs qui sont très récents. J'ai commencé par celui du professeur Emmanuel Navon, L'étoile et le sceptre. La préface de cet ouvrage est signée par le président d'Israël, Isaac Herzog. C'est un livre remarquable et passionnant retraçant 2000 ans d'histoire diplomatique du peuple juif et d'Israël. Monsieur Navon, vous rappelez exhaustivement dans ce livre que la politique étrangère d'Israël n'a pas commencé à la fin du XIXe siècle avec l'émergence du mouvement sioniste, ni en 1948 avec la création de l'État hébreu, mais à l'époque biblique. Évidemment, c'est un ouvrage imposant où vous retracez toute l'histoire diplomatique depuis l'époque antique jusqu'à nos jours. J'aimerais peut-être, si vous pourriez nous dire pour nos téléspectateurs aujourd'hui quelques mots sur votre ouvrage. D'abord, merci pour vos mots sur mon livre, Elias. Et puis, effectivement, c'est un livre qui est essentiellement, comme son sous-titre l'indique, une histoire diplomatique d'Israël, mais pas seulement de l'État d'Israël, puisque je donne à cet ouvrage une perspective historique de longue durée, en essayant d'identifier dans ce qui fut la politique étrangère des royaumes d'Israël sous l'Antiquité, et également de ce que j'appelle la diplomatie des leaders de la diaspora juive pendant la longue période de diaspora du peuple juif. Évidemment, lorsque Theodor Herzl fonde à Bâle le Congrès sioniste, au même moment, effectivement, Herzl et les autres membres du Congrès sioniste deviennent des diplomates de facto. Et il y a bien donc une diplomatie sioniste avant même l'indépendance de l'État d'Israël en 1948. Et j'affirme qu'il y a une constante. Je pense que c'est ce tableau historique que je dresse, à mon sens, de ce tableau historique émerge une constante dans les relations entre les Juifs en tant qu'État ou sans État et les nations, à savoir une tension permanente entre ces idéaux, ces valeurs, d'un côté, et de l'autre côté, le réalisme politique. D'où le titre du livre, L'étoile et le sceptre, qui est inspiré du livre des Nombres, chapitre 34, verset 17, une étoile s'élance de Jacob, un sceptre survit du sein d'Israël. Je cite également au début du livre une autre citation, celle du cardinal Richelieu, qui disait « L'homme est immortel, son salut est dans l'autre vie, l'État n'a pas d'immortalité, son salut est maintenant ou jamais. » Et j'affirme que les Juifs et leur État, lorsqu'ils en ont eu un, ont réussi dans leurs relations diplomatiques avec les autres nations, lorsqu'ils ont réussi à trouver un équilibre toujours délicat entre l'étoile qui symbolise les idéaux et les valeurs et le sceptre qui symbolise le pouvoir politique. Et il y a malheureusement eu toujours au sein de l'histoire juive des tendances à ne vouloir que le sceptre sans l'étoile ou que l'étoile sans le sceptre. Et j'affirme que cela s'est toujours très mal passé et que le défi de la diplomatie israélienne aujourd'hui est de savoir comment maintenir cet équilibre délicat entre le réalisme politique et la fidélité à ses valeurs, et donc entre l'étoile et le sceptre. Écoutez, merci de nous avoir donné toutes ces précisions sur ce livre dont on ne peut que recommander la lecture. Jacques Bendellac, les livres sur Israël de qualité en français, de bonne facture, sont rarissimes. Le vôtre, je dois reconnaître qu'il est très, très intéressant. C'est un livre très fouillé où vous retracez les années Netanyahou. Le titre, Les années Netanyahou, le grand virage d'Israël. Vous retracez le parcours atypique de Benjamin Netanyahou qui détient le record de longévité d'un premier ministre israélien. Vous brossez un bilan des politiques, certaines très controversées, qu'il a mises en œuvre avec pugnacité durant les 12 années consécutives où il a été au pouvoir. Et dans la conclusion de votre livre, c'est un livre très sérieux où véritablement vous
passer vous analysez de manière pointilleuse toutes les dimensions de ce que représente le personnage de Netanyahou et ses politiques. Mais dans la fin, vous augurez l'émergence d'une ère post-Netanyahou, que vous appelez l'après-bibisme. Et on peut se demander si les résultats de l'élection du 1er novembre ne démentent pas ce postulat. Voilà, je voudrais vous écouter là-dessus. Merci Elias. Oui, effectivement, on peut le penser, mais je pense que Netanyahou du 1er novembre ne sera plus le même Netanyahou qu'il a été durant les 15 dernières années. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est sous le coup d'un procès et que ce procès pour corruption l'affaiblit, sans aucun doute, va lui prendre du temps, donc il n'aura plus la même énergie à dépenser pour gérer les affaires de l'État. Il est affaibli au sein du Likoud, qu'il y a de plus en plus de voix, même en sourdine, qui commencent à demander son départ, affaibli par l'extrême droite, qui va poser avec lui une coalition. Et donc, je crois que le Netanyahou de 2022 ne sera pas le même que celui que nous avons connu durant toutes les années que je décris dans ce livre. Ce n'est pas un livre sur Netanyahou, c'est un livre sur la société israélienne qui a évolué durant les années du pouvoir de Netanyahou. Et donc, effectivement, la société israélienne telle qu'elle est aujourd'hui, elle est largement marquée par cette longévité exceptionnelle de Netanyahou. Ce sont des choses qui vont sans doute se poursuivre encore un petit peu parce que le libéralisme, l'ultralibéralisme, le populisme dont on a parlé tout à l'heure vont se prolonger encore sans doute dans les années qui viennent. Mais je crois que Netanyahou, on l'a connu durant les 15 dernières années, ne sera plus le même que celui que l'on va voir durant les quelques années qui lui restent au pouvoir, semble-t-il, dans la coalition qui va se présenter prochainement. Très bien. Janice, je demande à Janice s'il y a des questions que les internautes veulent poser à nos invités. Donc, présentement, on n'a aucune question. Par contre, je donnerai la chance à chacun des participants s'ils veulent écrire une question à nos panélistes, M. Navon et M. Bendelak, dans le Q&A en bas de l'écran. Vous pouvez mettre vos questions aux deux panélistes et ça va leur faire plaisir de répondre. Donc, je donne quelques minutes juste pour que les gens puissent écrire. D'accord. Alors, on va attendre. Très bien. Est-ce que l'un de vous ou les deux ont lu les mémoires de Benjamin Netanyahou? Il paraît que c'est un livre qui est devenu quasiment culte, avec un tirage impressionnant. Vous avez eu l'occasion de lire les mémoires de… Je suis au tiers à peu près. Je suis au tiers à peu près. Je l'ai downloadé sur Kindle. Vous le lisez en hébreu ou en anglais? Je le lis en anglais. Je le lis en anglais. D'accord. D'ailleurs, je ne sais pas s'il l'a écrit en hébreu, mais je lis la version anglaise. D'accord. Et en réalité, il n'y a pas tellement de… Pour l'instant, j'ai quasiment rien appris, donc j'attends encore de progresser. Rien de nouveau pour l'instant, quasiment. Il est là, mais je n'ai rien appris de nouveau. Et toi, Jacques? Moi, je n'ai pas lu le livre. Mais ce que j'en ai lu m'a réjoui parce qu'il appelait son livre Bibi. D'accord. C'est une des rares fois où il utilise ce terme. Vous savez, pendant les 15 années de son pouvoir, c'était surtout ses partisans ou ses opposants qui appelaient Bibi affectueusement ou pas, selon les cas. Mais là, c'est une des rares fois où il se désigne même par ce terme. Et donc, moi, dans mon livre, je parle de bibisme. On m'a souvent reproché de dire pourquoi bibisme, c'est pas une idéologie. Oui, si Netanyahou se surnomme Bibi, eh bien, ce qu'il laisse derrière lui, c'est effectivement du bibisme. Et donc là, effectivement, le premier mot de son ouvrage m'a rassuré. Très bien. Alors, il y a des questions qui rentrent. Il y a une question, effectivement, que je n'ai pas abordée, mais j'aurais dû peut-être. Quel avenir pour les relations israélo-marocaines? Parce que quand même, les accords entre Israël et le Maroc sont des accords qui sont très fructueux, d'après ce qu'on voit jusqu'à date. Peut-être vous écoutez les deux. Comment vous envisagez le futur de ces relations entre le Maroc et Israël? Jacques?
Écoutez, comme Marocain de naissance, je les envisage de la très bonne façon, hein. Apparemment, elles ont bien démarré. Elles auraient pu démarrer même avant. Et il y a de raisons de penser que ces relations ne continuent pas de se développer. Je crois que les deux pays ont beaucoup d'opportunités d'échange, de coopération. Et donc, je pense que c'est une coopération qui devrait se développer rapidement. Bien sûr, si d'autres pays arabes venaient à renouer avec Israël, ça faciliterait aussi ce type de relation, hein, parce que les Marocains se sentent un petit peu isolés pour l'instant avec les Émirats et le Bahreïn. Mais je pense que ce sont des relations qui sont bien lancées et qui devraient se développer dans les années qui viennent. Monsieur Navon? Alors, il faudrait comprendre que le Maroc ne se considère pas comme faisant partie des accords d'Abraham. Les accords d'Abraham, ce sont les accords de normalisation qui ont été signés en août et septembre 2000 entre Israël, les Émirats arabes unis et le Bahreïn. Les accords avec le Maroc ont été signés 6 mois plus tard, en décembre 2000, lors des derniers jours de l'administration Trump. Et du point de vue des Marocains, ils n'ont fait que renouer des relations qui existaient dans le passé, parce que je vous rappelle qu'il y avait des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël entre 1994 et 2001, et qu'elles ont été rétablies. Donc ça, c'est une différence importante. Deuxième point, il est clair que ce qui a permis la décision du roi Mohamed VI de renouer ces relations, c'était évidemment l'acceptation par l'administration Trump de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Entre parenthèses, le statut juridique du Sahara occidental, j'insiste bien sur l'objectif juridique, est similaire à celui de la Judée-Samarie, dans la mesure où aucun des deux territoires ne constituait un pays souverain, faisait partie d'un pays souverain avant d'être contrôlé par le Maroc en 1975 ou par Israël en 1967. Je ferme là. Parce que, et on l'a vu d'ailleurs avec les visites respectives du chef d'état-major marocain en Israël et du chef d'état-major israélien au Maroc, il y a une coopération très poussée entre les deux pays contre le Front Polisario au Sahara occidental, ce même Front Polisario qui est soutenu à la fois par l'Algérie et par l'Iran. Une coopération sécuritaire très poussée également contre les djihadistes en Mauritanie et dans le Sahel en général, mais également une coopération économique. Puisque je rappelle que le Maroc est le premier producteur mondial de phosphate qui est utilisé comme un fertilisant pour l'agriculture, que Israël est connu pour sa technologie agricole et que le Maroc également est devenu une véritable puissance économique, le premier investisseur en Afrique subsaharienne. Et qu'en Afrique subsaharienne, Israël et le Maroc ont des intérêts communs justement contre la pénétration iranienne. Donc, il y a beaucoup d'intérêts communs entre le Maroc et Israël sur les questions sécuritaires et économiques. Et je pense que si nous sommes proactifs, nous avons beaucoup de projets que nous pouvons pourvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, en particulier dans le cadre de la crise énergétique et alimentaire auquel l'Europe fait face. Les partenariats entre le Maroc et Israël vont bénéficier également à l'Europe. Et dernier point, je me suis moi-même rendu au Maroc au mois de septembre. J'ai visité entre autres l'université Mohamed VI, qui a un campus à Rabat et un campus à Ben Guerir, qui est au nord de Marrakech. J'ai visité les deux campus et j'ai découvert sur le campus de Ben Guerir, qui est donc au nord de Marrakech, qu'il y a une synagogue sur le campus de l'université et qu'il y a un accord de coopération entre l'université Mohamed VI et l'université de Tel Aviv et que nous avons déjà cette année un étudiant marocain dans notre programme de relations internationales. Donc l'avenir est très prometteur. Très bien. Une autre question, c'est concernant la réforme judiciaire législative qui semble viser, écrit notre internaute, la décapitation de la Cour suprême. Quelles sont les chances, selon vous, que cette réforme se matérialise? Jacques? C'est bien sûr très difficile à dire, hein. Ça va dépendre de la volonté de Netanyahou un petit peu. Vous savez qu'avec une majorité de 64 sièges sur 120, c'est quand même assez facile de faire voter des lois. Ce sera assez facile de faire voter des lois. Donc, tout va dépendre de la volonté de Netanyahou, hein, et tout va dépendre aussi de l'accord de coalition. Hein. Ça, on le saura dans les jours qui viennent, que
lorsqu'il y a une coalition, il y a un accord qui est établi et qui est signé et qui reprend les grandes lignes de cette coalition. Et donc, tout va dépendre de cet accord de coalition. A priori, il y a de bonnes chances pour que la plupart des promesses faites par les partis de l'extrême droite trouvent la majorité à la Knesset, hein, qu'il s'agisse de la loi, de la clause de contournement de la Cour suprême, qu'il s'agisse de modifier les prérogatives du procureur de l'État, de modifier la nomination des juges. Hein, tout ça sont des choses qui pourraient trouver une majorité assez facilement à la Knesset, me semble-t-il, et je le dis avec regret, bien sûr. Monsieur Navon, vous avez… Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si Netanyahou… D'abord, je rappelle que dans ces négociations avec ses partenaires orthodoxes et d'extrême droite, il a essayé de limiter au maximum le contenu de ces accords. La semaine dernière, il leur a dit, écoutez, on a déjà signé des accords très généraux, très simples, où nous distribuons les ministères, et puis sur le contenu, on verra ensuite. Parce que lui, dans son fond lui-même, dans son fond intérieur, Netanyahou ne veut pas mettre fin à la séparation des pouvoirs en Israël. Mais, comme je l'ai dit, il s'est piégé avec ses propres partenaires extrémistes. Cela va à l'encontre de ses principes et de ses valeurs. Mais il est possible qu'il n'y ait pas d'autre choix que d'accepter les exigences de ses partenaires d'extrême droite et orthodoxes, qui, eux, veulent cette clause de contournement et veulent finalement neutraliser le système judiciaire. Donc ce serait une tragédie pour la démocratie israélienne, ce qui ne signifie pas d'ailleurs, je le répète, qu'il n'y ait pas des choses à réformer. Il y a beaucoup de choses à réformer, mais cela doit être fait dans le cadre d'un accord national large, d'un débat. Il y a beaucoup de réformes à faire, certaines ont été déjà commencées. Je ne cache pas être proche et soutenir le ministre sortant de la Justice, Gideon Sa'ar, qui a commencé à faire des réformes nécessaires et mesurées, mais malheureusement, ce que veulent faire les partis orthodoxes et le parti de Smotrich et de Ben Gvir, ça n'est pas rétablir un équilibre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est remplacer un déséquilibre par un autre. Une question d'un internaute, c'est concernant cette notion de théocratie dont Jacques Bendellac a parlé. Je demande à Jacques, quand on parle de théocratie, il faudrait qu'à ce moment-là, la loi coranique remplace la loi civile qui aujourd'hui prime dans l'État israélien. Il se demande de quoi devrions-nous avoir le plus peur de ces mouvements spontanés qui peuvent émerger suite à cette théocratie relative en vue dont vous avez parlé? Écoutez, quand on écoute les informations à la télévision depuis hier, ce qui préoccupe les Israéliens, c'est de savoir est-ce que les matchs de football auront encore lieu le Shabbat. Alors c'est ça la théocratie, hein. Ce sont des éléments religieux qui vont sans doute s'amplifier dans la législation, ça ne se fait pas en une fois, mais qui vont concerner la vie quotidienne des Israéliens, le Shabbat, la cacheroute, les conversions. Vous savez que le grand débat hier était de savoir si les conversions réformées seraient acceptées en Israël ou pas, la place des homosexuels. Donc il y a vraiment beaucoup de débats à caractère religieux qui inquiètent les Israéliens et qui pourraient progressivement, subrepticement s'insérer dans la législation dans la mesure où cette coalition a une large majorité. Donc ce n'est pas quelque chose de totalement impossible, c'est, me semble-t-il, une des voies vers lesquelles on s'achemine si cette coalition se met en place et si elle dure dans le temps. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un État un peu plus juif et un peu moins démocratique. Voilà, c'est ça ce que cette coalition nous laisse présager pour les mois à venir, malheureusement. Une dernière question d'une internaute. Est-ce qu'on peut envisager un accord futur entre Israël et la Tunisie? Il y en a un avec le Maroc. L'Algérie, c'est largement exclu pour le moment. La Tunisie, comment vous voyez ça, Jacques Bendellac? Aucune idée. Aucune idée. Monsieur Navon? Non, avec la Tunisie, ça n'aura pas lieu. C'est parce que la politique étrangère de la Tunisie reste hostile à Israël, que l'actuel régime, finalement, a remis en cause les acquis démocratiques également du printemps arabe de 2011,
finalement, la Tunisie est revenue vers une sorte de régime semi-autoritaire avec une surenchère des islamistes et où Israël continue d'être un élément fédérateur justement de ce régime qui aujourd'hui est menacé de l'intérieur. Donc, en Afrique du Nord, Israël a un allié avec le Maroc, comme je l'ai rappelé. En revanche, aussi bien la Tunisie que l'Algérie, finalement, sont complètement gelés dans le temps en termes de leur politique étrangère. Enfin, je veux dire, l'Algérie semble appartenir vraiment à un passé révolu où c'est toujours le régime du FLN. Ils sont encore dans les années 60 ou 70. Il y a une régression démocratique en Tunisie, comme je l'ai dit, avec les changements constitutionnels de l'année dernière, de ces deux dernières années. Et encore la semaine dernière, lors du sommet du climat en Égypte, le président israélien Yitzhak Herzog a salué son homologue égyptien, qui lui a répondu poliment, et cela a fait scandale. Rien que cet échange de sourires a fait scandale dans la presse tunisienne, vous imaginez un peu où en est l'état d'esprit et l'opinion publique en Tunisie. Donc, je ne compte pas une normalisation avec la Tunisie et avec l'Algérie. Les prochains candidats du point de vue d'Israël sont d'abord le Soudan, avec lequel l'accord n'a jamais été concrétisé du fait de l'instabilité politique dans ce pays. Également Oman et l'Arabie saoudite, mais encore une fois, il faudra-t-il encore qu'il y ait une contrepartie pour ces pays et que l'administration Biden ait quelque chose à leur offrir, en particulier sur le dossier qui les inquiète au premier chef, à savoir le dossier iranien. Jacques Bendellac, Emmanuel Navon, ça a été un grand privilège pour moi de converser avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre participation à ce panel organisé dans le cadre du Festival Séfarade de Montréal et à très bientôt. Merci à vous et c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci Elias. Merci.